C'est bon, d'accord. Bon, excusez-nous tout d'abord pour ce léger retard. On a eu quelques petits soucis techniques, donc voilà, j'espère que maintenant ça va fonctionner. Donc, parce qu'en fait, ce soir, on est ravis de vous accueillir ici au Port Center en présentiel, mais également en distanciel, puisque nous rediffusons en fait la conférence en direct sur notre plateforme Bicast. Qui permet donc à une certaine, voilà, les personnes qui ne pouvaient pas nous rejoindre ce soir de suivre la conférence en ligne. Alors, cette conférence est particulière pour nous à plusieurs titres, parce que tout d'abord, c'est un peu le retour à la normale, hein, puisque la dernière conférence qu'on a eue ici au Port Center date d'octobre 2020. Donc voilà, c'est la première conférence depuis la réouverture. Et puis deuxièmement, cette conférence, elle accompagne en fait la nouvelle exposition qui a été fraîchement inaugurée tout à l'heure par notre président, Monsieur Gastine. Et donc, voilà, une exposition qui s'appelle donc Les Marins d'abord, et qui est une exposition multisite de 11 artistes qui partagent un peu leur regard sur l'univers des gens de la mer. Je vais juste changer de slide pour vous. Voilà, hop. Ce qui nous a semblé donc important lors de la préparation de cette exposition était de mettre à l'honneur les marins, parce que comme vous le savez, ils sont très peu visibles dans notre ville portuaire qui accueille pourtant pratiquement 6000 navires par an. Donc, il est certain qu'il nous tenait à cœur de les mettre un peu à l'honneur et de leur donner plus de visibilité. Et de plus voilà, avec la crise sanitaire, comme vous le savez tous, ils ont effectivement connu des situations vraiment exceptionnelles, très difficiles. Pourtant, voilà, ils font vivre le commerce mondialisé, pour que nous, les consommateurs, on peut bénéficier de nombreux produits et de ressources. Donc, tout ça se passe très loin de l'abri de nos regards, de notre vie à terre. Et donc, voilà, on est très heureux ce soir d'accueillir nos deux intervenants qui vont donc un petit peu nous expliquer comment s'est passée notamment la vie à bord, la gestion de la crise pour les marins. Et donc, je suis très heureux de vous présenter ce soir Monsieur Hubert Hardillon, donc, qui a pendant près de 20 ans été capitaine au long cours sur des pétroliers et des gaziers. Il a aussi connu des situations exceptionnelles, si je ne me trompe pas, puisqu'il a été aux commandes du pétrolier Limbourg lors de l'attentat en 2002 au Yémen. Donc peut-être il nous en touchera un petit mot ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà, sachez-le. Nous accueillons aussi également Pavel Pereira, donc, qui est président donc, de la station de pilotage Le Havre-Fécamp. Et je précise également qu'il est administrateur donc, du Port Center. Donc, il va un petit peu nous expliquer le cas de la station de pilotage Le Havre-Fécamp et la façon dont eux, ils ont géré notamment la gestion de l'accueil de navires. Alors, Monsieur Pavel Pereira a navigué longtemps pour la compagnie Havrais Services et Transports, sur des pétroliers principalement, si je ne me trompe pas. Et puis, depuis donc 2020, l'année dernière, il a été nommé président de la station de pilotage. Alors, on aura également Xavier de Salins qui va finalement pas nous rejoindre ce soir, mais on l'aura quand même présent ici grâce à une vidéo témoignage qu'on va vous diffuser tout à l'heure à la fin de la conférence. Voilà, à la fin, il y aura une petite séance prévue pour des questions, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on verra s'il y a également des questions sur Bicast qui auront été posées par les internautes qui donc participent à la conférence. Donc, voilà, je souhaite une très, très bonne conférence à tout le monde. Et puis, je passe la parole à monsieur Hardillon. Merci. Je vais changer un peu. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que pour beaucoup de personnes, je viens de faire qu'enfoncer des portes ouvertes, puisque c'est quelque chose dont on a un petit peu parlé, et puis c'est les choses que vous avez vécues aussi probablement. Voilà. On a beaucoup parlé de la santé à terre, des conséquences médicales sur les personnes qui étaient infectées, les problèmes d'urgence respiratoire, les hôpitaux en surcharge, etc., etc.
On a aussi un petit peu parlé, lorsque ça se présentait, de la condition sanitaire sur les navires de croisière. Enfin, on en a parlé pour les passagers, hein, pas non plus pour les marins. Hein. Et quand on a débarqué des passagers, généralement, on a laissé les marins à bord. Ils ont été coincés, comme ça. Et pourtant, le marin, à mon avis, et j'en suis un ancien, c'est aussi un être humain, normalement, et donc on devrait aussi être soumis, nous, aux conditions sanitaires, aux maladies, aux accidents, comme tout le monde. Alors moi, j'ai navigué sur des navires de charge, pas sur des navires de croisière, et voilà comment ça se passe sur un navire de charge. Là, c'est le dernier hôpital que j'ai eu sur mon bateau, donc 2 lits comme ça. Et comment ça se passe? Eh bien, il y a à bord un officier responsable des soins, qui, en accord avec l'hôpital Purpan de Toulouse en ce qui concerne les navires sous pavillon français, on a un urgentiste à ce moment-là, permet de soigner, de guérir, pourquoi pas, les marins qui pourraient être infectés d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier que sur ce type de bateau, on est entre 20 et 25 personnes uniquement. Hein, et de nationalités différentes, ce qui veut donc dire aussi qu'on est d'habitudes, de coutumes différentes, y compris en termes de santé. Il m'est arrivé quand même plusieurs fois d'avoir des marins malades qui avaient commencé à prendre des médicaments parce qu'ils étaient embarqués avec. Et lorsque vous appelez le docteur, que vous lui dites qu'est-ce qu'il a pris, que le docteur vous demande qu'est-ce qu'il a pris, et que la feuille du médicament elle est écrite en petite maison, c'est pas très facile de lui expliquer ce qu'il a pris. Alors bien évidemment, il y a une réglementation qui impose d'avoir une certaine dotation médicale du matériel et des médicaments qui permettent justement de servir. Et parmi le matériel que l'on a, il y a l'oxygène médical. La réglementation impose d'avoir 2 fois 5 litres, enfin 2 bouteilles de 5 litres sous 200 bars, ce qui correspond à peu près à presque 5 heures de ventilation pour une personne. Et là, vous voyez le problème, c'est que ce sont des navires long courriers, donc pas proches des terres, très loin souvent, et que le Covid se déclare plusieurs jours après avoir été infecté, que le navire est parti du port, qu'il est loin de tout, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est malade, qui a une insuffisance respiratoire, et on peut l'aider, une fois qu'on a pris contact avec un docteur qui nous explique comment faire, on peut l'aider pendant presque 5 heures. On pourrait dire en d'autres termes que votre gars, il est quasiment condamné à mort, pour bien faire. Et donc, en cas de déclaration du Covid, c'est une aide qui arrive, qu'on a, mais qui ne sera pas très longue. Il y a un petit peu plus d'un mois, sur un navire français, un gazier, le Unity, sous pavillon français, un marin philippin a déclenché le Covid. Il était embarqué aux États-Unis, 2 tests PCR négatifs, quand même, il faut situer le truc aussi, et il embarque, et plusieurs jours après son embarquement, eh bien, il a déclenché le truc et il s'est retrouvé en insuffisance respiratoire. Le bateau est dans le golfe du Mexique. La Jamaïque a refusé de le prendre. Il a fallu que le commandant appelle des autorités françaises assez élevées pour qu'on puisse enfin décider, l'ARS de la Martinique, de bien vouloir prendre ce gars. Alors, je vous raconte son débarquement. Et c'est le commandant lui-même qui a mis avec un peu d'équipage, qui a mis le gars dans une embarcation de sauvetage, et ils ont emmené le gars à terre par l'embarcation de sauvetage. Le type a été sauvé, pourquoi? Parce que sur ce bateau-là, ils avaient 40 litres de trop d'oxygène. Et donc, ils ont pu le ventiler très longtemps. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était malade, qu'il n'y en avait pas 2, et que c'est aussi pour ça un coup de chance qu'on a pu le sauver. Le bateau qui est rentré hier matin, ou cette nuit, ils ont eu aussi de la chance, je dirais, parce qu'en fait, le gars est tombé vraiment malade en passant Cherbourg, probablement, puisque c'est par le croche Jobourg qu'ils ont pu avoir. On a envoyé un hélicoptère, d'après ce que j'ai eu dans la presse, pour
regarder ce que c'était, enfin pour vérifier et tout. Puis après, on a décidé de dérouter le navire pour pouvoir le débarquer. Mais c'est un énorme coup de chance. Il faut bien se dire ça. C'est pas ce qui devrait arriver normalement. Et donc, ce qui arrive normalement, si on est loin de tout, ben, on a un mort à bord. Voilà. Il y a quand même un nombre de cas assez important où le navire a continué de naviguer, a continué sa route, erré de port en port. Donc là, je vous ai mis deux noms de navires, le Ital Libera et le Vantage Wave. Sur le Ital Libera, le commandant est décédé vers la mi-avril. C'est le 7 juin, mi-avril, 7 juin, que l'armateur a décidé de mettre son navire en force majeure pour le rapatrier en Italie. Le navire navigue entre l'Asie et l'Afrique du Sud, en permanence. Il lui a fait transiter Suez, et dans la nuit du 20 au 21 juin, le navire était à quai à Tarente, et c'est là, a priori, que le capitaine a été débarqué. Sur le Vantage Wave, pavillon libérien, le commandant, un Roumain, là pour celui-là, aux alentours de mi-avril aussi, est décédé d'une crise cardiaque. Pas du Covid, a priori. Sauf que le bateau, pas de chance pour lui, il arrivait d'Inde, où il y a le fameux virus, le fameux variant Delta qui en vient aussi. Pareil, un navire qui navigue entre l'Afrique et l'Asie. Alors, on a commencé par l'envoyer en quarantaine devant Jakarta, puis un petit peu partout, sans jamais toucher terre, ou pour des opérations commerciales un petit peu, mais sans plus. On l'a fini par le mettre au mouillage devant la Chine, à Suangzhou, je crois, et terminé. Et donc, à bord, ben, vous avez une vingtaine de marins, avec un commandant mort, dans une chambre froide. Il faut bien imaginer la scène. Et en plus, ils n'ont presque plus rien à manger et plus rien à boire. Et donc, ils demandent à ce qu'on les, au moins, fournisse de quoi faire. Nous avons été avertis, enfin moi j'ai été averti par l'intermédiaire du CESMA, par nos collègues roumains, parce que c'est la famille du commandant qui a essayé par tous les moyens aussi. Alors l'État roumain a, semble-t-il, aussi essayé, mais n'a peut-être pas la puissance diplomatique nécessaire pour pouvoir faire plier les Chinois sur ce truc-là. On se demande qui l'aurait de toute façon. Et pour l'instant, le type est toujours à bord. Enfin, c'est un cadavre, il est toujours à bord. On peut pas Les Chinois, à un moment donné, ont dit c'est pas un problème, hein, vous le brûlez et puis vous le balancez par-dessus bord. Voilà. Alors, je vous rappelle que, au moins chez nous et dans d'autres pays, si vous balancez un marin par-dessus bord parce qu'il est décédé, il n'est pas mort. Il a disparu. C'est-à-dire que la famille, rien. Voilà. Donc il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Il a disparu et c'est tout. Il faut attendre, suivant les pays, 5 ou 10 ans pour pouvoir dire ça y est, ce marin est vraiment décédé. La semaine dernière, jeudi dernier, c'était la journée internationale du marin. Le secrétaire général de l'OMI a d'ailleurs fait un petit film qui était très intéressant. Il n'a pas parlé de ce bateau-là, bien sûr, mais il a parlé des relèves, entre autres, on reviendra tout à l'heure. Et dans le même temps, nos collègues roumains, eux, ont fait un truc que j'ai trouvé assez pertinent, le Seafarers Lives Matter, pourquoi pas non plus, et a demandé à ses collègues, et moi je l'ai demandé à nos collègues européens, de faire un brassard comme ça, sur papier, hein, il y avait le fichier, c'était un fichier PDF, on pouvait l'imprimer, et de faire les manœuvres avec un brassard autour du cou, de faire ce qu'ils appellent une Japanese strike, une grève japonaise, c'est-à-dire qu'on continue de travailler, mais on dit simplement qu'on soutient le capitaine Sandudan, qui enfin, je ne vais pas dire qui attend, mais dont l'âme peut-être attend de rouler chez eux. Voilà. J'ai personnellement navigué avec un mort. Alors pas longtemps, moi, ça n'a pas duré beaucoup de temps. J'ai réussi à le débarquer aux Émirats arabes. Et tant que le cadavre que j'étais allait,
c'est une belle histoire, mais je suis allé, le lendemain, il a fallu que j'aille à la morgue pour dire que c'était bien lui, alors que c'était moi qui venais de le débarquer. Et tant que ce corps n'est pas arrivé aux Philippines, eh bien, les marins philippins disaient que tant qu'il n'était pas là-bas, son âme errait, et elle errait à bord. Et dans mes marins philippins, il y en avait un qui était une petite forte tête, qui, toutes les nuits, s'amusait à frapper aux portes de tout le monde. Ouais, mais moi, j'avais l'équipage qui dormait à 3 ou 4 par cabine, plus personne n'osait dormir tout seul parmi mes marins. Voilà. Après, il faut gérer les gars aussi à bord, parce que question mentale, ça influe quand même beaucoup. Hein, voilà. Au point de vue relève, eh ben, comme ça a été dit tout à l'heure, elles ont été retardées, elles ont été annulées, oui. On a augmenté les contrats jusqu'à 15, 17, 20, voire plus encore. Dans son message de la semaine dernière, le secrétaire général de l'OMI a rappelé qu'il y a eu 400 000 marins qui avaient du mal, qui ne trouvaient pas preneur. Et il a dit, encore aujourd'hui, il y en a 200 000. Alors on peut le voir de deux façons différentes. La partie optimiste, c'est bon, on a baissé de moitié quand même. Donc c'est bon, on y arrive. Enfin, il y a encore 200 000 qui n'ont pas de relève. Et c'est difficile à supporter. On a tous connu à un moment donné, tous ceux qui ont navigué, on a tous connu à un moment donné quelqu'un qui a raté, voire soi-même, qui n'a pas pu débarquer parce que, bah oui, parfois ça arrive. Le remplaçant, il tombe malade à l'aéroport, voilà, ça arrive. Bon. Humoristiquement parlant, il y en a même qui ont eu la noélite ou la juilletite qui ne pouvaient pas venir à ce moment-là. Ça c'est arrivé. Ben, je peux vous garantir aussi, moi ça m'est arrivé, et j'en ai vu aussi d'autres, quand vous revenez de la coupée, votre valise elle est devenue très lourde, beaucoup plus que quand vous alliez vers la coupée pour rentrer à la maison. D'un seul coup, ben, vous devez rester, et là, il faut la traîner, la valise. Et puis on sait très bien après qu'il y a des sujets, des blagues à pas trop dire avec une personne, parce que ben, ouais, dans son mental, il y a quelque chose qui arrive. Et ben, il y a une grosse différence entre ce que je viens de vous raconter et la partie avec le Covid. Parce que quand, avant Covid, vous disiez, OK, je repars, je retourne au boulot, c'est pour 15 jours. Ou pour tant de jours. Parce que la prochaine escale, elle est là, je la vois, OK. Et là, je sais que le commandant va informer, va demander, et on va s'organiser. Tandis que là, on a dit quoi? On a dit aux gars, ben, terminé. Il n'y a pas de relève. Et ce sera quand? Il n'y a pas de relève. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Quand, on ne sait pas. Et donc, vous n'avez pas de but. Et quelque part dans votre tête, eh ben, vous êtes complètement perdu parce que vous ne savez pas. Il faut retourner au travail, il faut faire comme si de rien n'était, ce qui n'est pas possible. Et en même temps, eh ben, on est en dessous de zéro parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'on va s'en sortir. On n'a pas de nouvelles. Peut-être qu'à terre, à la maison, ben, on n'ose pas nous dire que ça va bien ou que ça ne va pas bien parce que, voilà, c'est comme ça. Et donc, ben, c'est très, très fatigant. Le métier de marin, il est fatigant physiquement. Ça, c'est clair. Au pont, à la machine, c'est du boulot physique. Ça fatigue. Les heures de quart, ça fatigue aussi. On ne dort pas aux heures normales. Enfin, voilà. Tout ça, ça fatigue. Ça, on va en rajouter. Lorsqu'on embarque, on embarque pour une certaine période. On sait qu'on va rester une certaine période. On s'est préparé mentalement, peut-être physiquement aussi, pour cette période-là, pour travailler cette période-là. Quand cette période arrive sur sa fin, le fait qu'on sait que là, on va débarquer, ouais, on est bon, on va continuer. Si d'un seul coup, on ne sait plus rien, le rythme, il ralentit complètement. Et psychiquement, c'est dur aussi de rester plus longtemps. C'est toujours les mêmes gens. Les mêmes brimades, peut-être, avec mon second, avec un lieutenant, avec un matelot. C'est toujours le même menu, quasiment. Il y en a marre de toujours manger la même chose. Les mêmes conversations à table, même la vidéo à 2 ou à 3, avec toujours la même blague qui ressort au même moment. Ça commence à fatiguer sérieusement au bout d'un moment. Et ça use énormément le marin. Surtout qu'en plus là, il y a aussi le problème qu'on n'a pas forcément de nouvelles des proches. Et à ça, il faut rajouter un problème administratif.
Dans certains pays, pour pouvoir débarquer, il faut avoir un passeport dont la date de validité dépasse de 6 mois, voire 1 an, le jour où on passe dans ce pays-là. En retardant comme ça, on a des gars, et c'est arrivé, je ne sais plus dans quel port, c'est arrivé, c'est un de mes collègues qui nous a raconté ça, eh bien, il y a un marin, il y avait une opportunité là, on pouvait, mais il n'a pas pu le débarquer parce que son passeport allait être périmé. Alors, allait être périmé plusieurs mois après être passé dans le pays. Mais du coup, on n'en a pas voulu. Et du coup, il est reparti pour aller jusqu'à un pays où là, c'était un petit peu plus facile. Donc, il y a aussi ce problème-là. Et puis, un marin coincé à bord, c'est aussi un marin coincé en terre. Quand on dit 400 000 marins qui ne sont pas relevés, c'est 400 000 marins qui attendent d'embarquer. C'est donc 400 000 marins qui n'ont plus de contrat, qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus de quoi manger, et qui ont une famille à faire vivre. Et ça double aussi la misère. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des pays, le Havre entre autres, la France, le Havre, où on a pu organiser, faire ce qu'il fallait de ça. Il y a eu des choses où ça a été rendu possible, donc quand même, il ne faut pas voir que du négatif du tout, mais bon, il y a eu beaucoup de mauvais. Des marins philippins qui débarquaient, c'était possible, ils arrivaient à Manille, et après Manille, on fait quoi? On arrive à Manille, on commence par faire une quarantaine, puis après on leur dit, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de ferry pour aller dans l'île où vous habitez. Et quand il y en a eu de nouveau, ils ont fait une quarantaine à Manille, ils ont fait une quarantaine dans l'île chez eux, vous faites 2 quarantaines de 2 semaines, ça fait 1 mois, c'est le moment de repartir. Du coup, il y a quand même, j'ai des collègues qui m'ont dit ça, il y a quand même beaucoup ils ont eu des cas de marins qui ont dit, en fait, on refuse de débarquer, parce que débarquer pour se faire 6 semaines de quarantaine uniquement sans voir la famille, dites-moi où est l'intérêt que je débarque. Donc des gens qui ont en plus demandé à rester parce que ils étaient brimés aussi à terre en arrivant. Ah. En France, on a mis des malgaches dans un village de vacances parce qu'on ne savait pas, on ne pouvait plus les renvoyer dans leur pays. Les sorties à terre, je vous l'ai mis en plusieurs langues, comme ça tout le monde comprend bien. On pourrait faire un petit sondage sans intérêt, mais le pourcentage d'élèves, anciens élèves, les passés, les actuels, même les élèves futurs, qui ont voulu faire ce métier uniquement pour être en mer, pas pour découvrir le monde, pas pour aller se promener, ça ne va pas être un très très gros pourcentage. Ce petit pourcentage-là, il doit sauter de joie au plafond, parce que alors là, on lui a permis de tout faire comme il voulait. Parce que les escales, c'est bien. Il faut toujours en faire. Ça a été rappelé encore tout à l'heure, mais c'est vrai, il faut de l'essence, il faut le dernier smartphone, il faut la dernière télé, il faut les fruits hors saison, il faut tout un tas de trucs. Et donc les navires continuent à pas travailler, les navires viennent au port, ils déchargent leurs marchandises, ils en rechargent, mais les marins ne sortent pas à terre. Ça, de ce côté-là, c'est clair. Pourquoi? Pour les protéger. Parce que en mer, tant que le virus n'est pas sur le bateau, il ne va pas se créer tout seul. Donc au début, tout au moins, maintenant, bon, peut-être moins, mais au début, tout au moins, les navires, ils étaient safe. Il n'y avait pas de virus à bord. Et donc, en interdisant les sorties à terre, on protège les marins. C'est généreux quand même. C'est vrai. Bon, on a quand même fait venir des gens à bord, le pilote. C'est moindre des choses quand même, l'agent, et puis de moins en moins de personnes. Au début de la crise, on a, dans certains pays, je ne crois pas qu'on l'ait fait en France, mais dans certains pays, on a continué à faire venir des inspecteurs de navigation sur les bateaux. Quand même, on a continué à faire les inspections, il n'y a pas de raison, eux ne pouvaient pas sortir, mais bon, ça s'est arrêté quand même un petit peu, parce que le fait de sortir à terre, vous ne pouvez pas. Alors, il y a les visiteurs de navires, n'est-ce pas? Ça a été très long avant de pouvoir venir en bas de la coupée. Je ne parle pas du haut de la coupée, c'est venu encore après, mais c'était très long pour venir en bas de la coupée. Ça a pourtant été des choses bien qui ont été demandées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les Tontons Flingueurs, à un moment donné, il y a un acteur qui dit « C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. » Et bien là, c'est exactement ce qui leur a manqué aux marins. Parce qu'ils ne voyaient personne, ils pouvaient parler avec personne.
Parce que quand les gens viennent à bord, même quand c'est, moi je me rappelle avoir discuté avec des gens, des visiteurs, avoir discuté même avec l'agent de complètement autre chose, ça fait tellement du bien de parler à quelqu'un. Plutôt que toujours aux mêmes 18 ou 20 personnes avec lesquelles on vit. Ça fait tellement du bien. Ce qui fait du bien, quand on sort à terre, c'est de voir d'autres gens. De voir des sourires, des visages, de voir des gens qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai qu'avec le masque dans la rue, bon, peut-être que les visages, on les voyait moins, mais c'est ça qui fait qu'on peut repartir derrière. Les sorties à terre, il y en a certaines qui fatiguent certainement, physiquement, on ne va pas se leurrer, mais je peux vous dire que la fatigue mentale, elle n'existe pas après une sortie à terre. Quand on sort à terre, quand on repart, on a vu autre chose et on est reposé. Mentalement, on est prêt à repartir. Alors des conséquences, c'est attente de relève, fatigue, etc. C'est surtout des accidents qui peuvent arriver et qui sont arrivés. Je ne veux pas excuser les gens du Vacachio, entre autres, ou même d'autres. Il y a eu des accidents. Le Vacachio, pourquoi est-ce qu'il s'est échoué au nord de Maurice, et avec les conséquences pollution qu'il y a eu? Ils se sont échoués parce que, en fait, ils ont cherché à se rapprocher de la Terre pour avoir du réseau, pour pouvoir téléphoner, communiquer avec la famille. Au départ, c'est ça. Bon, ça n'excuse pas la faute nautique, c'est pas là le problème. Mais bon, il faudrait peut-être à un moment donné se dire, mais pourquoi est-ce que ces gens ont voulu faire ça? Alors on saura toujours, quand il y a un accident, trouver un responsable, de préférence navigant, parce que c'est plus facile à trouver. Mais honnêtement, les autorités des pays et des ports précédents qui ont refusé que les gens puissent aller, ne serait-ce qu'au Seamen's Club, pour pouvoir appeler la famille, pour pouvoir discuter un peu, tout ça, on ne les mettra jamais en cause, ces gens-là. Et pourtant, eux, ils sont aussi quelque part responsables de choses. Il y a une solution au problème. La solution, c'est la vaccination. Alors, il y a peut-être des gens qui sont anti-vaccins ici, je ne sais pas, mais c'est la solution. Puis le vaccin, le marin, il connaît. Il connaît le vaccin. Il y a des pays, il y a des vaccins obligatoires, la fièvre jaune, le choléra. Tous les 6 mois, le choléra, j'ai été piqué pendant 25 ans, jusqu'au jour où un docteur m'a dit « ça ne sert à rien ». Mais il fallait le papier. J'ai fini par faire, je ne devrais pas le dire parce que c'est enregistré, j'ai fini par faire des faux tampons pour dire que j'étais vacciné contre le choléra. Parce qu'on arrivait, quand vous arrivez dans un port, il faut présenter tout un tas de papiers, liste d'équipage, etc. Et tout. Il y a la liste de vaccination à donner. Et bien on dit, voilà, les membres d'équipage sont vaccinés avec une date qui dit, enfin avec la date de péremption de leur vaccination. Et l'OMI, dans sa grande sagesse, a émis une recommandation demandant aux ports, demandant aux États de faire en sorte que les marins non vaccinés puissent être revaccinés si besoin était. De la même manière, il y a quelques années, je me rappelle, je faisais un petit truc au 5e année sur les papiers à faire. Je leur disais, je ne suis pas prophète, mais je leur disais, en cas de défaut, il est procédé à la vaccination par un médecin local, dont les mesures prophylactiques sont quelquefois loin de notre standard européen. Cette particularité semblait quelque peu désuète ces dernières années avec la disparition progressive des différents fléaux des siècles passés, l'évolution de la sanitaire mondiale. Il existe cependant de nouveaux virus non maîtrisés qui relancent cette organisation et ce contrôle santé dans les ports et les aéroports aussi à cause du SRAS, de Ebola. Il y a eu un problème choléra à la suite du tsunami en Asie en 2009, un truc comme ça. Voilà, c'est revenu aussi. De la même manière, il y a plus de 15 ans de cela, à cause du SRAS, entre autres, de la grippe aviaire, on demandait en arrivant en Chine une liste de température des gens. Elle était contrôlée, mais bon, on arrivait, on avait déjà aussi notre papier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La plupart des États européens, maintenant, ils vaccinent leurs marins, alors soit en priorité, soit comme tous les habitants. Bon, c'est vrai que nous, on s'y est mis aussi peut-être un petit peu tard en France, à mon avis, puisqu'on a dit les marins en priorité, et une semaine après, on a dit tout le monde en priorité, donc bon, on va dire que c'est bon comme ça. Nos marins français, le problème, c'est que sous nos pavillons français, c'est multinational. Parfois, vous vous promenez avec 10 nationalités à bord.
et la plupart du temps des nationalités de pays dits émergents. Et tant qu'il restera un membre d'équipage qui ne sera pas vacciné, c'est tout l'équipage qui va en pâtir, parce que c'est tout l'équipage qui sera interdit de sortir à terre. Tant qu'il y en aura un. Chez Ponant, c'est la règle qui a été édictée il y a 2 mois ou 1 mois. Tant qu'il y en aura un. Vous avez beaucoup de monde d'équipage, donc ça veut dire qu'il faut vacciner tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis pourquoi pas l'exiger, puisqu'on faisait bien pour le choléra, pour la fièvre jaune, etc., on pourrait faire sur la même feuille, on met Covid, et clac, on met des dates, et terminé. On n'en parle plus. Et quelle que soit la nationalité. Le faire pendant les escales, c'est possible. J'ai eu un jour un journaliste qui m'a demandé « Mais comment on fait pour vacciner un marin ?» J'ai dit « C'est simple, prenez un marin, une dose, une seringue, vous remplissez la seringue avec la dose, vous piquez le marin, vous injectez, ça y est, il est vacciné. » Ouais, c'était pas ça qu'il demandait, je crois. Mais, comme quoi c'est facile. Pratiquement, c'est très facile à faire. Aux États-Unis, on vaccine comme ça tous les marins qui passent, ou presque. Il y a une 50aine de ports actuellement aux États-Unis où des gens viennent à bord, soit avec une mallette, parce que c'est des gens certifiés, soit avec une mallette pour vacciner, soit venir chercher du monde, quelques marins pour les emmener dans un centre de vaccination pour les vacciner. Voilà. C'est possible. On sait faire. Il y a des endroits où on sait le faire. Il semblerait qu'en Hollande, à Rotterdam, on en prenne bien le chemin maintenant. Voilà. Donc ça se fait ailleurs, malheureusement, ailleurs. Voilà. Honnêtement, au nombre de ports qui touchent nos ports français, ça ne jouerait pas sur beaucoup. En juin, il était prévu de recevoir 30 millions de doses de vaccins. On en met 1000, 2000 de côté pour les marins de passage. Ça change quelque chose. Enfin, je ne suis pas persuadé quand même. Le vaccin, ce n'est pas le seul remède. Enfin, c'est le début du remède. Après, il faut appliquer aussi autre chose. Il faut que les autorités reconnaissent, les autorités administratives d'un État ou d'un port reconnaissent que le fait de vacciner autorise, relève, sans test, sans tout le tralala, quarantaine, etc., sans contrainte supplémentaire, les relève et les sorties à terre. À ce moment-là, ce sera bon. Ce serait simple. Le résultat, c'est clair. Plus il y a de marins vaccinés, moins il y a de chances d'importer ce foutu virus dans des lieux où il n'existe peut-être pas encore, dans des pays dans des pays tiers-monde en voie d'émergence. Le fait de vacciner, ça pourrait faire ça. Et je finirai sur une note optimiste. Dernièrement, il y a à peu près 2 semaines, c'est pour ça que j'ai mis une photo avec un arc-en-ciel. C'est moi qui ai pris la photo, c'était à la passerelle. On n'est pas passé dessous, mais parce qu'il a disparu au dernier moment. Mais il y a 2 semaines, aux États-Unis, il y a des officiers immigration qui sont montés à bord. Et bien, eux, ils ont distribué des short pass pour que les gars puissent sortir à terre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus sur un bateau où tout le monde était vacciné. Donc, ils l'ont fait. Comme quoi, il y a moyen de le faire et on peut... parce que, comme je disais tout à l'heure, on est quand même beaucoup plus reposé mentalement quand on sort à terre. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Il faut Monsieur, madame, bonjour. Merci Hubert pour ta présentation. Effectivement, nous, pilotes maritimes, nous sommes également des marins et nous suivons de très près l'évolution de la situation de nos compatriotes professionnels
en s'appuyant sur nos instances fédérales qui, elles aussi, ont des points d'entrée au niveau gouvernemental, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, les marins, nous sommes tous solidaires entre nous. Donc moi, je suis le président de pilotage, la station de pilotage du Havre. Je vais vous présenter donc comment la station a œuvré pour comment la station a mis des actions pour faire face à cette pandémie mondiale qui est venue frapper à nos portes au début d'année 2020. Avant cela, je vais faire quand même un petit rappel assez succinct de ce que sont les missions du pilotage en France. Je profite du bicentenaire du décès de Napoléon Ier pour dire que c'est lui, lors d'un décret du 12 décembre 1806, qui organisa la profession. Et plus récemment, le 12 décembre 1899, le syndicat des pilotes du Havre fut créé. Le pilotage consiste dans l'assistance donnée au capitaine pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports. Il est le spécialiste qui assure la conduite des navires dans les zones portuaires. Il est également l'interface avec les autres services portuaires pour guider les opérations en optimisant les conditions de sécurité et même dans des conditions extrêmes. Nous assurons le service non seulement pour le port du Havre, mais également pour le port d'Antifère et de Fécamp. Nous sommes ouverts non-stop. Nous avons un service non-stop. Continuité de service, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et pour cela, nous sommes 49 pilotes maritimes et 44 salariés, regroupés dans 4 corps de métier. Nous avons des marins pour armer nos vedettes, nous avons des équipages aériens pour armer notre hélicoptère, nous avons des mécanos pour entretenir notre flotte, et nous avons des sédentaires administratifs pour la gestion au quotidien de l'entreprise. Donc vous voyez bien, ces différents corps de métier, toute la réglementation qui s'applique et pour laquelle on doit, nous, suivre l'évolution pour appliquer les consignes et recommandations faites par notre gouvernement. 16 mars 2021, c'est le confinement national. Je rappelle que le gouvernement a reconnu que l'activité portuaire est un rouage essentiel au maintien de l'économie de la France. Donc l'ensemble de la communauté portuaire, transitaires, logisticiens, capitaineries, services portuaires, transporteurs, eh bien, on a tous répondu présent pour maintenir notre port opérationnel 100%. Nous, le pilotage, on s'est appuyé sur un plan de continuité d'activité. Ce plan, donc, avait pour premier objectif de préserver, de protéger les pilotes et le personnel de la station. En appliquant les mesures sanitaires en entreprise, tout en maintenant le service en hiver. Mais le tout premier objectif aussi qu'on devait rester, au-delà de garantir la santé de l'ensemble du personnel et des pilotes maritimes, c'était d'avoir une station de pilotage 100% opérationnelle et répondre à notre devoir de service public, de maintenir notre port opérationnel à 100%. Comment on a fait ça? Eh bien, on a articulé notre plan d'action sur 3 mots-clés. Protéger, tester, isoler. Protéger. Eh bien, protéger, notre objectif est que la station soit l'endroit où il y ait le moins de risques de contamination de notre personnel et des pilotes maritimes. Quel était le principal fil conducteur? A été éviter le brassage. Puisque vous savez, nous sommes donc 24 heures sur 24, 370 jours par an, et donc nous avons quotidiennement une relève de pilotes maritimes qui rentrent travailler, des pilotes maritimes qui partent en détente, et également quotidiennement une relève de marins qui, après leur temps de service, partent en repos. Donc le but premier était de limiter le brassage des marins et du personnel. Ainsi, nous avons fait
des bordées ségrégées. Ségrégées, c'est-à-dire qu'au lieu de se brasser quotidiennement, eh bien, nous avons utilisé le fameux compteur de septaine, puisque à l'époque, c'était 7 jours pour déterminer entre le moment des symptômes et l'intervention du Covid était de 7. Eh bien, nous avons créé 2 bordées de pilotes maritimes, une bordée qui est en travail 7 jours, alors l'autre qui est en repos, et vice-versa, une bordée qui rentrait travailler, l'autre qui partait au repos. Pour nos marins, on est passé en bordée de 7 jours de travail, 14 jours de repos. Donc 3 bordées. Sachant qu'à la fin de cette bordée de repos, c'était là notre vivier pour aller chercher des marins au cas où on aurait des cas contacts ou des malades dans la bordée on travaille, de façon à toujours maintenir le plus longtemps possible notre station opérationnelle. Bien évidemment, il y avait les gestes barrières qu'on connaît tous aujourd'hui. Port du masque, lavage des mains, désinfection, distanciation physique. Là aussi, on a pris de nouvelles mesures. Donc, on a mis en place un plan de circulation au sein de l'entreprise. On a également limité l'emport de personnes à bord de nos moyens de mise à bord. Les vedettes, par exemple, c'est 11 personnes, on est passé à 5. L'hélicoptère, c'est 9, on est passé à 4. Et qu'est-ce qu'on a pris? On a pris cette fameuse distance de 1 mètre. C'est-à-dire que chaque personne qui était dans un espace clos de moyens de mise à bord avait au minimum 1 mètre de distance avec eux, plus le port du masque. Procédure spécifique, c'est-à-dire qu'on a dû édicter des procédures pour maintenir le service, dont la désinfection des pilotines, désinfection de l'hélicoptère, désinfection des locaux, organisation du travail au sein de l'entreprise. Donc nous, par exemple, on a entendu beaucoup parler de télétravail. Eh bien nous, étant une entreprise de service, ouverte 24 heures sur 24, eh bien, il y a eu très peu de télétravail. Sur 44 salariés, on a eu 1 télétravail, puisque tous les autres étaient indispensables pour la continuité du service. Salariés, pilotes maritimes. Le deuxième fil conducteur qu'on a suivi, lorsque ce fut possible, c'est fut tester. Au moindre signe de maladie ou symptômes, le marin, le mécano, le pilote maritime est invité à se faire tester. Et surtout, à s'isoler. Protéger, tester, isoler. Isoler, on s'éteint ou cartosène en fonction s'il était cas contact ou malade. Et aller, donc, des équipes parées à remplacer ces pilotes maritimes ou ces salariés qui ont été mis à l'isolement parce que cas contact ou malade. Donc, voilà le comment. Mais, un comment, on édicte des règles, on dit des procédures, on dit quoi faire. Mais ça ne peut pas être fait s'il n'est pas au départ un travail d'équipe. Et une station rassemblée autour d'un même objectif. Parce que pilotes maritimes et personnel ont œuvré pour que les décisions prises soient suivies d'actes pour lutter efficacement contre le virus. Mais les pilotes ne sont pas les seuls à pouvoir maintenir une station ouverte, un port ouvert. Il y a aussi les autres intervenants, les services portuaires, les transitaires, les manutentionnaires. Eh bien, cette communauté portuaire avec l'autorité, on a aussi eu ce même objectif. Et on s'est rassemblés quotidiennement au départ, et après plus régulièrement en fonction de l'évolution de la maladie. Il y a eu des échanges, de l'entraide, de la coordination, de la communication. C'était le moment pour lequel chacun échangeait et mettait sur la table quel était le problème. Et on essayait de trouver immédiatement une solution ou faire remonter aux instances de notre gouvernement les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Et ça a été très efficace. Ainsi, pour les masques, c'est l'UMEP, l'Union maritime et portuaire, qui fit le nécessaire pour que la communauté portuaire soit livrée en masques en temps et en heure. Et également, la préparation concertée avec la capitainerie, le remorquage, l'amanage, bien évidemment en relation avec les autorités, le CROS, la préfecture maritime, la préfecture, pour des opérations sur des navires sensibles, particuliers, puisque chaque navire qui se présente au Havre
Il y en a eu quelques-uns, dont le tout dernier hier matin. Chaque navire qui se présenta au Havre avec des cas suspects, des cas malades, fut traité en tant que cas particulier. C'est-à-dire un travail qui a été fait en amont avec les services portuaires et la capitainerie pour décider des moyens, de nombre de pilotes, des créneaux d'horaire pour entrer et également coordonner l'ensemble. C'est ainsi donc le Fairway, un travail qui fut réalisé au bout d'une 3e tentative puisqu'il y avait du mauvais temps. Et le Nord Sunda qui est rentré hier avec un équipage de 20 marins dont 16 avaient des symptômes ou étaient malades. Et je terminerai aussi qu'il est important par ce temps d'incertitude où les moindres bruits de coursif peuvent faire penser au pire, il est important de communiquer et de façon régulière. Donc nous avons édité des notes de service. Et aussi on a préparé bien en amont des cas qui auraient pu arriver bien après. Ce fut le cas des procédures des Vassan. Au Havre, on n'a pas eu à déplorer des évacuations sanitaires. Mais on a mis en place aussi des procédures pour des navires de suspicion ou cas avérés. Et ce fut le cas. 5 ou 6 fois au Havre. Avec le matériel prêt, et chacun savait ce qu'il devait faire, à quel moment, pour acheminer le pilote ou récupérer le pilote lorsqu'il était amené sur un navire ayant des cas suspects ou avérés. Et bien évidemment, point de situation de la station. Combien de malades? Sommes-nous opérationnels à 100%? Sommes-nous arrivés à un point tendu? Je peux dire que la station a traversé cette tempête sans trop de dégâts. Nous avons eu certes quelques malades, quelques cas contacts, mais la station a réussi à rester 100% opérationnelle. Et ce parce que nous avons tous travaillé de concert pour appliquer les mesures et respecter le mieux que possible les recommandations faites par le gouvernement. Donc, également une veille quotidienne de l'évolution de la station de recommandation, je viens d'en parler, et des équipements de protection individuelle, gel et masques. Parce que tout ce qu'on a mis en place, nous, je vais vous présenter avant quelques documents qui nous ont servi pour gérer cette situation. Communiquer, par exemple, nous avons dès le départ mis en place un document qu'on a adressé aux armateurs, aux agents, pour déterminer quelles étaient les actions prises en interne. Parce que, comme l'a dit le commandeur Dillon, un navire qui est en mer depuis 21 jours et qui n'a pas de cas contact, qui n'a pas de malade, c'est un endroit safe. Il n'y a pas de virus. Eh bien, le premier élément qui pourrait introduire cela, c'est le pilote. Donc, notre premier devoir était de rassurer les armateurs, le commandant, que le pilote qui se présente à bord a bien suivi les mesures et un process pour arriver et être dans les meilleures conditions possibles pour ne pas présenter de cas de contamination. Donc, voilà un document qu'on a adressé très rapidement à l'ensemble des armateurs et des agents de la place portuaire. Ensuite, je vous ai mis en exemple quelques notes de service éditées pour le nettoyage des pilotines suite au Covid-19, la procédure des Vassan, 5-6 pages où nous traitons donc qui va débarquer le malade, comment, où le navire va se mettre en attente s'il fait mauvais, s'il fait beau, est-ce qu'on utilisera l'hélicoptère, est-ce qu'on utilisera la pilotine. Donc c'est un document de plusieurs pages que nous avons travaillé de concert avec la capitainerie et la CNSM pour préparer une évacuation sanitaire. Donc tout ceci pour vous dire que nous avons travaillé de concert, parce qu'aujourd'hui, voilà ce que nous voyons sur les passerelles lorsque nous sommes sur un navire covidé. La tenue complète. Et voilà ce que je veux voir demain. Et nous travaillons pour cela, tous ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pavel, pour cette excellente présentation. Je vous suggère de passer tout de suite au témoignage de Monsieur Xavier de Salins, donc pilote maritime au Havre depuis plus de 23 ans, et qui a donc été à bord du Fairway pour le remorquage qui a donc eu lieu il y a quelques mois. Il n'a pas pu nous rejoindre ce soir, mais il nous a laissé un témoignage filmé. Donc je propose qu'on le regarde tout de suite. Voilà, et puis il faut appeler une dernière fois. Merci.
Alors le Fairway, c'est un pétrolier qui était sorti d'Antifer, qui avait été au mouillage. Moi, j'ai pris les choses en cours parce qu'il y a eu une première tentative pour faire rentrer le navire suite à l'apparition des cas de Covid, je crois de mémoire qu'il y avait eu 3 ou 4 marins qui avaient déjà été envoyés par hélicoptère à l'hôpital Monod. Ensuite, je suppose qu'il y a eu des personnes de l'ARS qui sont montées à bord, qui ont fait des prélèvements et qui ont déterminé qui était positif et négatif. Donc il y a eu une première tentative pour rentrer le pétrolier et les conditions météorologiques étaient tellement dégradées que ça n'a pas pu se faire. Et donc ensuite il y a eu une deuxième tentative, les conditions météorologiques étaient toujours mauvaises et ce qui s'est passé c'est qu'à la troisième tentative, c'est celle où moi je suis allé à bord avec mon collègue Lionel Davy. C'était vraiment quasiment impératif de rentrer parce que la fenêtre météorologique était plus favorable. Et de nouveau, ensuite, on avait du mauvais temps qui arrivait parce qu'on a quand même eu un mois de mai qui était assez pénible au niveau météo. On m'avait transmis la liste d'équipages avec les personnes négatives et les personnes malades. Et donc, je crois, de mémoire, il y avait 25 membres d'équipage de toute nationalité. On croit que le commandant était lituanien, enfin tout au moins d'un pays de l'Est, mais ce n'était pas un Russe. Et sur les 25 membres d'équipage, il y avait 19 personnes covidées. Donc 6 membres d'équipage qui ne l'étaient pas. Donc, nous avons été mis à bord à 5h30 du matin. En fait, pour ces navires, dans notre organisation, nous avons des navires que l'on qualifie de navires spéciaux. Et il y a une désignation spéciale pour ces navires hors normes. Le Fairway, il était hors norme puisqu'il n'y avait plus de propulsion. Il n'avait plus de propulsion, non pas parce que sa machine était endommagée, mais parce que tout le staff machine était alité ou hospitalisé. Il y avait, en fait, le Covid, a priori, avait plutôt sévi chez les mécaniciens. Donc, comme il n'y avait pas de personnel à la machine, on ne bénéficiait pas de propulsion. Et donc, la mise à bord s'est effectuée à 5h30. La désignation a été une désignation spéciale, c'est-à-dire que la veille à 18h, on m'a sorti de la liste. J'étais en service, j'aurais dû travailler vers 23h ou minuit, mais on m'a sorti de la liste avec mon collègue pour que nous puissions avoir une nuit tranquille et pouvoir s'occuper de ce bateau à 5h du matin. Donc en fait, j'ai été prévenu la veille aux environs de 18h ou 20h, je ne sais plus exactement, par le président du pilotage, que j'allais sur ce bateau avec mon collègue. Donc il m'a donné toutes les informations nécessaires, il m'a repositionné le contexte de ce pétrolier qui était sorti d'Antifer, qui avait été au mouillage parce qu'il y avait eu des cas de Covid qui étaient déclarés et qu'il fallait rentrer au port du Havre. Donc je connaissais le scénario. Donc comment nous sommes arrivés, donc la mise à bord s'est effectuée de mémoire, la mise à bord s'est effectuée par hélicoptère. Nous sommes arrivés à Octeville pour prendre l'hélicoptère. Il a fallu mettre la tenue de cosmonaute spécial Covid. Donc la blouse blanche, masque FFP2, surchaussures, les gants, plus une tenue de rechange au cas où. Lorsque nous sommes arrivés à bord, en fait, nous n'avons quasiment pas eu de contact avec l'équipage. Il n'y avait que 3 personnes à bord de la passerelle. Commandant, un lieutenant, enfin un officier et le barreur, qui toutes étaient négatives. Et à l'arrière, il y avait 3 personnes, mais qui étaient positives. Et puis tout le reste était en cabine, alité ou hospitalisé. Donc c'est vrai que c'est un scénario complètement... Enfin moi, c'est la première fois que ça m'arrivait en 23 ans de pilotage. Par contre, j'avais déjà eu j'avais déjà eu à manœuvrer un porte-conteneur dépourvu de machine en déhalage dans le port du Havre. Donc nautiquement, je savais à peu près comment gérer le dossier.
Bon, très belle journée, très beau temps. Effectivement, l'accalmie était là. Les conditions météo étaient tout à fait correctes. Et puis, ben, il a fallu y aller. Et ça s'est très très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. Le commandant était, comment dire, extrêmement soulagé de nous voir, parce que on voyait bien qu'il était épuisé, quoi. Il était complètement dépassé par ce qui lui arrivait. En plus, bon, c'était un équipage cosmopolite, il y avait toutes les nationalités. En ayant pu discuter avec lui, d'après ce qu'il m'a raconté, parce que je lui ai dit, mais où est-ce que vous pensez l'avoir eu? Il pense l'avoir attrapé au canal de Suez. En fait, le pétrolier a changé 4 fois de mouillage en attente de son convoi, puisqu'ils sont arrivés après l'événement de l'Ever Given qui s'était échoué dans le canal. Et chaque jour, dans le canal de Suez, ils déplaçaient les convois pour se rapprocher du canal. Et donc, pendant 4 jours, chaque jour, les pilotes montaient à bord avec tout le personnel du canal de Suez. Ils ont eu aussi une relève partielle de l'équipage dans le canal de Suez, et le commandant pense que c'est là où le Covid est monté à bord. Voilà, au niveau nautique, nous, tout avait été programmé en amont. La manœuvre, elle a duré aux environs de 7h30. On s'est partagé le travail en deux. Il a fait la première partie du chenal. Moi, j'ai repris le pétrolier pour le sentir lorsque nous sommes arrivés à 11-12. C'était l'endroit où on réengainait dans le chenal. J'ai fait la manœuvre jusqu'à Osaka. Et le pilote qui avait le bateau en main était à l'intérieur de la passerelle. Souvent, l'autre pilote était à l'extérieur pour prendre le bol d'air et puis être pas trop proche de l'équipage. Ça s'est très bien passé avec les remorqueurs Boulouda. Et puis nous, on a respecté notre plan de route qui était de passer les digues au meilleur moment, le moment le plus favorable qui était à l'approche de la pleine mer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis en tant que nous sommes allés l'accoster à Osaka, et le commandant était content de commencer une 14e bord à quai dans le port du Havre. C'est quand même beaucoup plus confortable pour lui que d'être au large. Ah ben ça c'est une certitude. Je pense que vous pouvez interroger tous les marins du monde entier. C'est ce qu'ils vous diront. Ils vous diront, le grand public, il sait pertinemment que la marchandise navigue et est transportée sur les bateaux, mais beaucoup plus rarement, il associe les navires avec des personnes qui ont une vie à bord. Et on parle beaucoup d'échanges mondiaux, de mondialisation, mais les hommes qui la font vivre, cette mondialisation, on en parle très peu, très très peu. Et donc, trop souvent, on déplore justement qu'on ne parle des marins que dans des situations exceptionnelles comme celle du Fairway, ou alors d'autres situations dans le passé qui sont les marées noires, ou les mutineries, ou les actes de piraterie au large des côtes africaines. Mais les marins, ils ont un quotidien quand même. Donc c'est un peu dommage de n'en parler que lorsqu'on est confronté à des scénarios d'exception comme celui-là. Merci tout d'abord à Hubert Ardillon et à Pavel Pereira, et puis merci au loin à Xavier de Salins pour son intervention qui, j'espère, a été quand même assez convaincante. En tout cas, on a bien compris effectivement la situation est particulière et qu'aujourd'hui, il s'agit de mettre la lumière un petit peu sur ces hommes de l'ombre. Avant de terminer, je me suis dit, voilà, il n'y a a priori pas de questions en ligne. Toutefois, il y a peut-être des questions dans la salle. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Nous avons Hubert qui est là, Pavel qui sont là, qui peuvent répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors du coup, je vais juste sortir une petite lingette.
Moi, j'ai une question pour le pilotage. Ah ben, on peut peut-être Après commencer le- avec Hubert pour la station de Bon, pilotage. je vais enlever, on entend mieux. J'entendais tout à l'heure le pilote expliquer pour sa manœuvre. Et j'ai une question, mais c'est ce qui m'est venu en tête, c'est un peu idiot. Qui a passé les amarres? C'était l'équipage. Donc c'était les 4 qui Ouais, étaient, en fait, qui étaient positifs. il y avait 6 qui étaient négatifs, donc les 3 qui étaient à la passerelle. Ouais, alors, et les 3 autres qui étaient devant. Ah, les 3 autres étaient devant, 3 d'accord. autres devant. Et ils ont pris les 3 moins malades Ouais. pour faire la manœuvre derrière. Les 3 qui pouvaient se lever. Quoi. Voilà. Ah, les mecs. Voilà. Et donc c'est vrai que la question était posée, si on pouvait amener des lamaneurs à bord. D'ailleurs, Oui, on a réfléchi à ça lorsqu'on a eu d'autres cas, notamment le cas de tout récemment le Varzuga qui avait perdu sa remorque. On a amené des lamaneurs à bord. Donc là, c'est faisable. Pareil pour le navire qui est rentré hier, et l'équipe d'intervention qui s'est posée, l'hélicoptère qui est parti d'Auprès s'est posé donc avec des équipes médicales et une équipe d'évaluation. Et après avoir rencontré le commandant et les membres d'équipage, ils ont déterminé qu'il y avait suffisamment de personnel pour pouvoir être sur les plages avant et arrière. D'accord. Oui, alors j'ai une question pour Hubert. Là, en dehors du seul cas de décès par Covid, tu évoquais tout à l'heure, puisque l'autre c'était une crise cardiaque a priori, est-ce que, à la connaissance de la communauté maritime, il y a eu d'autres décès par Covid parmi les quelques centaines de milliers? Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais on n'a pas Il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce que c'est parce que le marin est plus robuste et qu'il a été touché parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, même à terre, qui ont eu. Enfin, tous ceux qui ont eu le Covid ne sont pas morts. Et heureusement. Hein. Et là, en fait, c'est. Alors, peut-être parce que c'est des gens qui sont plus costauds. Enfin, d'abord, il y a moins de personnes âgées sur les bateaux. Enfin, dans les équipages, tout au moins, il y a ça qui joue aussi beaucoup, avec une certaine santé physique, qui fait que, oui, il n'y a pas eu énormément de gens. C'est quand même, enfin, moi, le cas que je connais, particulièrement, c'est quand même celui du commandant, et c'est un commandant qui avait 60 et quelques années. Voilà. Il faut remettre un peu les choses, enfin, en place, non. Mais... Je crois qu'il y a une question également là-bas dans le public. Je passe le micro. Alors moi, ce n'est pas une question à nos intervenants, c'est une remarque à Greta. Parce que, d'abord, merci d'avoir organisé cette conférence. Mais Greta, vous avez dit en introduction qu'il y avait au Havre 6000 navires. Vous n'avez pas donné le chiffre de marins. Il y a 120 000 marins en moyenne, en gros, qui viennent au Havre tous les ans. 120 000, c'est la moitié de la population du Havre. Combien Benoît Sagot tout à l'heure rappelé que le Siemens Club accueillait, 10-12 000, 10% des marins en phase normale. Mais je pense que si vous posiez la question au Havrais, combien dirait le nombre de marins qui viennent pour nous amener la marchandise, nos biens de consommation, le pétrole, etc., ce qui a été dit tout à l'heure. Et c'est ça, 120 000 marins que votre exposition met à l'honneur aujourd'hui. Et on vous en remercie parce que, y compris en France, quand on parle des personnels prioritaires, combien de fois on évoque les marins? Moi, j'ai abondamment écouté, comme vous tous, jamais, j'ai pas une fois entendu prononcer le terme marin comme travailleur prioritaire. Oui, mais donc, au-delà des conteneurs, on a 3 millions de conteneurs en principe au Havre, on a 6 000 bateaux, 6 000 navires, pardon, mais il y a 120 000 marins qui viennent nous servir, nous aider par leur travail et nous amener le confort dont on bénéficie tous les jours. Voilà, chère Greta. Tout à fait, et même si j'ai un autre chiffre, alors, mais on va peut-être demander à Benoît Sagot, puisque président du Siemens Club, il me semble que c'est même beaucoup plus que ça, les marins qui passent par le Havre tous les ans. J'ai un chiffre de plus de 200 000 marins. Alors tout dépend si on compte les ferries,
Parce que comme les ferries, ils viennent tous les jours, ils font des escales si on les recompte à chaque fois, ça augmente les chiffres. Et puis les paquebots. Donc les 120 000 marins, c'est hors ferry, hors paquebot, normalement. Donc on est presque à 200 000 quand on compte l'ensemble, même plus de 200 000, je crois. Et les paquebots, il n'est pas rare de voir un paquebot qui arrive avec 5 000 personnes à bord, enfin 5 000 équipages. Hein. Donc ils ne sont pas comptés. Bah, il y a des... Ça fait à peu près 3 000 équipages. Oui, c'est ça, 3 000 équipages c'est ça. Voilà. 5 000 personnes à bord, c'est ça. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres questions, des remarques, des témoignages? Parce que je ne sais pas si on a des navigants, justement, dans le public ou des anciens navigants qui souhaitent éventuellement... Ou alors, peut-être, je me tourne vers oui. Pavel et moi, Hubert. Je peux vous dire que, personnellement, c'est pour vous donner un petit peu comment je vais dire, pas l'ambiance, mais la façon dont on est ressenti. Par l'intermédiaire de l'association des capitaines, on a écrit pour demander certaines choses, qu'on puisse être relevé normalement, etc. Alors on a été plus ou moins bien entendu. Et comme je représente aussi la Confédération européenne, j'ai donc écrit au commissaire européen, à la commissaire européenne au transport, pour lui demander qu'on facilite les relèves, que les marins puissent se promener transiter dans les aéroports sans aucun problème et tout. Je lui ai aussi écrit pour demander à ce que les marins soient vaccinés en priorité. Et à ce sujet, autant la première lettre que j'avais faite pour que les marins soient reconnus essentiels, je n'ai pas eu de réponse. Enfin, si, j'ai eu un accusé de réception d'un député européen, finlandais, je crois. Voilà. Mais autrement, j'ai rien eu. Autant là, pour les vaccinations, 2 mois et demi après, j'ai reçu une réponse de la commissaire au transport, co-signée par la commissaire à la santé, parce qu'il s'avère que ce sont 2 femmes à ce poste-là, qui me disait qu'ils ne pouvaient rien faire. Parce que ce sont les États qui décident de leur politique de santé. Alors j'avais envie de leur répondre immédiatement en leur disant mais c'est l'Europe qui a acheté les vaccins, qui a obligé d'acheter telle quantité et tel type de vaccin. Et donc, après, vous me dites que bah non, c'est pas vous, alors il faudrait un petit peu savoir. Voilà. Mais ça n'avance pas beaucoup, quoi. Ça n'avance pas vite. La vaccination, on a réussi à l'avoir d'une manière détournée pour les marins français. Parce qu'en fait, les marins français sont devenus d'un seul coup prioritaires pour pouvoir être vaccinés, non pas parce qu'ils étaient marins, mais parce que, comme ils sont marins, ils ont un certificat de qualification médicale, niveau 2 ou niveau 3, et on les a donc considérés comme personnel médical. Et c'est pour ça qu'on est devenu prioritaire, pas parce qu'on est marin. Voilà. Et puis, et une semaine après, on a dit, de toute façon, c'est tout le monde. Alors, du coup, j'en profite parce que tout à l'heure, Hubert, vous parliez effectivement du cas de Rotterdam, qui, eux, ils ont réussi a priori à mettre en place la possibilité de vacciner les marins. C'est en cours, oui. Alors, c'est en cours. Ça va se faire. Alors, je pense que c'est... D'accord. Qu'est-ce que, selon vous, a motivé justement qu'eux, ils y arrivent ils ont beaucoup de marins. Ce qui a motivé, c'est l'économie. Un marin qui va à terre, je vous ai dit, c'est bien, ça lui donne le sourire et tout ça, mais un marin qui va à terre, il dépense des sous. Alors peut-être pas beaucoup pour certains, hein, mais il dépense un petit quelque chose. Quelque part, dans l'économie de la cité qui le reçoit, c'est bon. Je suis marin, je m'en vais me promener à terre et j'achète un paquet de gâteaux ou un paquet de chewing-gum, j'ai acheté quelque chose. Et quelque part, c'est bon pour l'économie. Et le néerlandais, à mon avis, a un meilleur sens sur l'économie que le français. Il ne faut pas oublier que le port de Rotterdam, c'est quand même, sans minimiser ce qu'est le port du Havre et ce qu'est le port de Marseille, mais le port de Rotterdam, c'est quand même autre chose. Des marins, ils envoient, et que c'est certain que s'ils bloquent les gens qui n'ont pas le droit de sortir, ne serait-ce que pour aller au Seamen's Club ou à Botlek Store ou des trucs comme ça, eh ben, pour eux, c'est quelque chose qui va leur manquer. Donc, ils font en sorte de faciliter. Si les Américains ont facilité la vaccination des marins, c'est aussi pour l'économie. Il ne faut pas rêver. Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure aussi de l'Organisation mondiale, l'Organisation internationale maritime, l'OMI. Quel rôle elle joue alors justement dans la régulation de ces
cette crise? Elle joue le rôle, moi, enfin, c'est personnel après, mais moi j'ai cru entendre quelqu'un qui criait dans le désert tout le temps. C'est le secrétaire général de l'OMI, dès le début, a demandé des choses. Le secrétaire général de l'ONU aussi, au moment de l'année dernière, là, à peu près à l'époque de fin juin, au moment de la fête internationale du marin, pareil, a demandé, ils ont demandé. Voilà. Et ça n'a pas été vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Très bien, je ne sais pas s'il y a encore une question. Il y a une question là-bas au fond, un jeune marin peut-être en devenir? Très bien. Alors, bonjour, moi je vais faire le NSM en août prochain. Enfin, ma rentrée c'est le 30 août. Et en fait, le Covid, tout ça, c'est quelque chose qui est maintenant, qui est vraiment ancré dans la vie des marins. Mais moi, ça me fait un peu peur pour plus tard parce que je me dis comment on va pouvoir réussir à régler le problème pour que nous, on puisse être tranquille. Donc, est-ce que vous savez à peu près dans combien de temps ça sera terminé, enfin, d'après peut-être des expertises ou quelque chose comme ça? Alors moi, je ne sais pas dans combien de temps il n'y aura plus de virus. Bah, Puis il y non, aura mais peut-être un nouveau après. Donc, ouais, je ne c'est veux ça pas le vous saper le problème. moral, hein, franchement. Mais non, mais je vous ai dit, avec là, actuellement, pour celui-ci, on a ce vaccin qui va permettre aux gens de se promener pendant l'été. Donc, il permettra aussi aux gens de pouvoir travailler, et entre autres aux marins de pouvoir travailler. On a toujours eu un petit quelque chose. Enfin, lorsqu'on s'est retrouvé à aller en Chine au moment de la grippe aviaire et le SRAS et tous ces trucs-là, on savait qu'il y avait quelque chose, qu'il n'y avait pas de vaccin non plus, d'ailleurs. Mais bon, on nous demandait de prendre des précautions. On les prenait. Et puis les escales se faisaient, tout ce qu'il y a plus normalement. Ils ne nous empêchaient pas de sortir, enfin, pas tout le temps. Ça dépendait des endroits, mais c'est plus des raisons politiques après qu'autre chose pour empêcher de sortir dans ce pays. Mais il y aura d'autres. Pourquoi pas? Il faut espérer que non. Mais s'il y en a un autre, on connaît. Je dirais que l'avantage, c'est qu'on connaîtra déjà quelques mesures. Merci beaucoup. Attendez, sinon ça passe pas. Donc, on est au milieu du gué, là, pour le moment. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'ai encore une petite question pour Pavel. Oui. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a un navire, justement, encore hier matin, donc, qui effectivement a eu des cas Covid. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, justement? Donc le navire, c'était le Norsonda, un vraquier qui avait appareillé de Buchanan en Libéria, était à destination de Dunkerque. Et c'est en arrivant au large de Cherbourg qu'ils ont pris contact avec le CROSS pour signaler qu'ils avaient commencé à avoir des cas sévères de personnes présentant les symptômes typiques du Covid. Et donc, ça a été en fin d'après-midi d'hier et de mardi. Et très rapidement, dans la soirée, la préfecture maritime a envoyé, donc, à Évitreuillé sur place, une équipe médicale, une équipe d'évaluation avec de l'oxygène, des masques, et ils sont occupés des personnes, de la personne, parce qu'au début, c'était une personne qui était en état grave. Et donc, courant de la nuit, 2 autres personnes sont tombées en état grave. Donc là, effectivement, il a été décidé par la préfecture maritime d'envoyer le navire au port-refuge, donc au Havre. La décision a été prise vers 23h30. Mais nous, entre-temps, on avait déjà pris contact auprès de la capitainerie, le remorquage, le manage pour mettre en place la procédure d'entrée de ce navire particulier. Donc les pilotes ont été amenés à bord à 6 heures. Et pour l'anecdote, on a dû faire un deuxième départ puisque comme ils avaient prévu qu'une seule personne et qu'en fait ils étaient 3, il manquait d'oxygène. Donc nous, le pilotage, on a acheminé des bouteilles d'oxygène supplémentaires et des masques pour que les personnes puissent tenir le temps de la manœuvre. Il restait plus que 2 heures, mais c'était critique, il manquait d'oxygène. Très bien.
Bon, bah, écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais voilà, je vous invite maintenant de remercier, d'encore un dernier voilà, applaudissement pour nos deux intervenants de ce soir. Voilà, on vous remercie beaucoup. De toute façon, voilà, on est parti pour 2 mois et demi de mise à l'honneur des marins. On espère voilà, contribuer un petit peu à augmenter leur visibilité, leur rendre un peu hommage, notamment voilà, suite à cette crise Covid qui accentue encore la difficulté des marins à bord. Donc il y a des programmations, il y a des sorties, il y a des visites guidées, notamment samedi. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet, il y a des animations. Il y a des animations qui sont proposées aussi par la bibliothèque Niemeyer, des contes, des lectures. Et puis, on aura une deuxième conférence dédiée aux marins, mais cette fois-ci sur la thématique de la cyberattaque, à terre et à mer. Et vous verrez, c'est un projet, en tout cas assez ambitieux et intéressant aussi, qui est porté par l'ENSM et Aropaport pour essayer de trouver une réponse effectivement à la problématique de la piraterie numérique. Donc, cette conférence, elle aura lieu au mois de septembre. Et puis, voilà, je vous invite d'ores et déjà de regarder, jeter un coup d'œil sur notre site internet. Et puis, voilà, je vous remercie encore d'être là ce soir pour nous écouter. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et merci encore aux intervenants. Merci Greta et merci de votre présence. Merci à vous.